Bonjour, alors je vous fais une petite séance pour terminer le cours sur la cohésion des solides. Donc on a commencé à expliquer que ce chapitre concerne les solides et leur manière de rester agglomérés les uns à côté des autres. Qu'est-ce qui fait que certains solides peuvent se dissoudre dans des solvants et d'autres non? Qu'est-ce qui fait que certains solides fondent à des températures plus basses que d'autres solides? Tout ça s'explique en connaissant les interactions qui existent entre les constituants du solide, qu'on appelle des interactions intermoléculaires ou interioniques ou interatomiques. Alors, ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'il y a deux catégories de solides, on avait déjà écrit ça. Les solides qui sont dits ioniques, c'est-à-dire que c'est un empilement de cations et d'anions les uns contre les autres. Et l'ensemble est électriquement neutre, donc il y a autant de charges des cations positives que de charges d'anions négatives. Faut se dire que si jamais, par exemple, dans CuCl2, j'ai deux anions Cl-, bah nécessairement le Cu qui est à côté doit porter deux charges positives. Donc en fait, ce solide CuCl2 solide, c'est Cu2+, à côté duquel j'ai deux fois l'ion Cl-. Ces solides, ils s'organisent de façon... pardon, que je change. Ils s'organisent de façon structurée. Comme on l'a vu en enseignement scientifique, ça peut former des cristaux. Enfin, en tout cas, c'est un agencement qui est totalement ordonné entre les différents constituants du solide. Si c'est des ions, on a des anions à côté desquels on trouve des cations et des anions, etc. Alors je l'ai déjà dit, ce qui fait que ça tient, on le verra en plus en détail tout à l'heure, c'est que l'attraction des charges négatives envers les charges positives et vice versa, elle est plus forte que la répulsion entre les charges d'un même signe. Si on va regarder les distances, on en parlera, mais les distances entre les moins ou entre les plus sont plus importantes que les distances entre les deux charges de signes contraires. Ce qui fait que l'attraction l'emporte sur la répulsion. Deuxième type de catégorie de solides, c'est les solides qui sont moléculaires. Dans ce cas-là, ce ne sont pas des ions qui s'attirent les uns les autres, mais ce sont des molécules qui sont attirées les unes par les autres, par des phénomènes qu'on va voir après dans le paragraphe qui va venir. Alors on peut avoir le sucre, par exemple, C12H22O11. On sait tous que du sucre, c'est solide à température ambiante. Ce qui fait que ça tient les uns à côté des autres, c'est qu'il doit exister une sorte d'attraction entre chacune de ces molécules qui sont assez importantes et qui les maintient les unes accrochées aux autres. Pareil pour le diode, qui est un solide qui peut se dissoudre dans l'eau. Alors voilà, le diode à l'état solide, si je regarde à l'état microscopique ce que ça peut donner, ici j'ai une molécule de diode à côté de laquelle j'ai une autre molécule de diode qui s'accroche à une autre molécule de diode ici, et ainsi de suite. Il y en a de partout. La cohésion des solides ioniques, elle est relativement facile à expliquer, puisque c'est constitué d'un agencement d'ions positifs et d'ions négatifs, et que l'attraction des ions positifs avec les ions négatifs l'emporte sur la répulsion des charges qui ont le même signe. Si vous regardez ici, la distance qui est ici, ou la distance qui est là, donc entre deux charges de même signe, elle est beaucoup plus importante, elle est plus importante que la distance entre deux charges de signes contraires. Ce qui fait que les répulsions, elles vont être inférieures aux attractions. Je rappelle que cette interaction, elle est calculée par rapport à, elle est divisée par la distance qui les sépare au carré. Donc si j'augmente un peu la distance, tout de suite l'interaction, elle diminue fortement. Donc c'est vraiment lié à la distance, et plus cette distance est importante, plus ça diminue, et ça diminue comme le carré de la distance. C'est pour ça que l'attraction l'emporte ici. Du coup, c'est ces attractions électrostatiques entre les charges de signes opposés qui maintient la cohésion du solide ionique. Maintenant, quand on passe à la cohésion des solides moléculaires, il existe trois catégories d'interactions entre molécules. Donc trois types de cohésion. Et là, nous allons les classer dans l'ordre de la plus faible à la plus forte.
Donc là, il y a 2 points. La plus faible de ces interactions, hein, donc une espèce de colle, une attraction qui existe entre les molécules, c'est celle qu'on retrouve entre dans un solide qui est composé de molécules apolaires, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas polarisées, qui n'ont pas un côté delta plus ou un côté delta moins de façon permanente. Alors si on prend l'exemple du diode, qu'on voyait précédemment, là, ce diode ici, il y a deux atomes d'iode qui sont collés l'un à l'autre, ici aussi, etc. Qu'est-ce qui fait que ces molécules peuvent être attirées les unes par les autres? Eh bien, il faut considérer le nuage d'électrons, qui est quelque chose... les électrons se baladent autour des deux noyaux, hein, les électrons qui sont mis en partage dans la liaison. Et cette répartition... dans le temps long, elle est uniforme puisqu'on a deux partenaires identiques. Donc il n'y a pas de raison il n'y en a pas un qui est plus électronégatif que l'autre, donc il n'y a pas de raison que les électrons soient plus d'un côté que de l'autre. Mais ça, c'est sur le long terme. Mais comme ces électrons se baladent, il arrive par moment que ces électrons se situent plus d'un côté que de l'autre. Mais ça, c'est momentané. Ce qui fait que momentanément, je veux voir apparaître si les électrons sont un peu plus pendant un instant situé du côté droit, je vais avoir une charge partielle négative qui s'installe du côté droit. Et donc nécessairement une charge partielle positive du côté gauche parce qu'il va manquer des électrons de ce côté-là. Et puis quelques temps après, ça va peut-être revenir à quelque chose d'uniforme, puis ça va se redécaler de l'autre côté. On va avoir une charge partielle négative à gauche, alors qu'on va avoir un défaut d'électrons à droite. Bon, ça signifie qu'en fait, cette molécule, elle n'est pas constamment équilibré au niveau de son nuage électronique. Dans le temps, c'est équilibré, c'est uniformément réparti, mais il y a des moments où c'est d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait que par influence, qu'est-ce que ça peut générer quelque chose à une molécule voisine? Si on est dans cette situation avec une charge partielle positive de ce côté et qu'il y a la molécule d'à côté qui a ses électrons uniformément répartis, eh bien cette charge positive va avoir comme influence de repousser les électrons de ce côté, puisque les plus... d'attirer les électrons de son côté, puisque les plus attirent les moins. Donc les électrons qui sont là, par influence, momentanément, vont être attirés du côté du delta plus ici. Ce qui fait que ça va générer, ici comme je vais avoir trop d'électrons, une charge partielle négative de ce côté, et une charge partielle positive de ce côté. Donc dans cette configuration, les deux vont s'attirer. Il va y avoir une attraction électrostatique entre ce côté chargé partiellement positivement et ce côté chargé partiellement négativement. Sauf que cette situation ne va pas être figée comme ça. C'est ça qui est assez subtil, c'est que comme ces électrons, j'ai dit que ces charges partielles, elles étaient momentanées, eh bien ça va pouvoir évoluer et l'instant d'après, on va peut-être avoir la situation inverse comme celle-là, c'est-à-dire que les charges partielles vont être négatives, vont être à droite, et vont influencer et repousser les électrons de l'autre à droite, et ainsi de suite, et on va avoir une attraction quand même, mais la situation va être inversée. Et dans le temps, ça va régulièrement, comme ça, bouger, s'inverser, mais du coup maintenir quand même une attraction entre les deux, qui est attractive à chaque fois. On dit qu'on a électrisé l'autre molécule par influence, comme ça. Alors les phrases qu'on a notées, c'est que le mouvement des électrons autour de la liaison fait apparaître momentanément des charges partielles dans la molécule. Ces charges partielles vont induire, donc ça veut dire que ça provoque des charges partielles dans les molécules voisines, et donc il va y avoir une attraction. Ainsi, la cohésion d'un solide moléculaire constitué de molécules apolaires est assurée par les interactions attractives qui existent entre les charges partielles induites. Donc ça, on l'avait déjà écrit. Maintenant, deuxième type de cohésion, qui est plus forte que celle-là, parce que celle-là, ça jongle, c'est pas très très puissant cette interaction-là, c'est la cohésion des solides composés de molécules polaires cette fois-ci, donc des molécules qui ont constamment un côté positif, un côté négatif. Si on imagine ici que la partie bleue de chacune de ces molécules, c'est une partie chargée négativement, avec une charge partielle négative, mais on voit que quand les molécules se rapprochent, elles ont une influence les unes envers les autres, elles s'attirent, en fait, le côté chargé négativement va être attiré par le côté chargé positivement d'une autre molécule.
Et si on met beaucoup de molécules au même endroit, eh bien ça va se figer et on va avoir une géométrie de ce type-là, où on va avoir un solide en fait. Et on voit bien ici que on a des charges partielles négatives qui pointent du côté des charges partielles positives et ainsi de suite. La distance entre les charges partielles de même signe est plus grande que la distance entre les charges partielles de signe opposé. On le voit bien ici, le petit trait noir est plus petit que les traits rouges, donc l'attraction l'emporte sur la répulsion, comme pour les solides ioniques. Mais cette cohésion, elle est moins forte que les solides ioniques, puisqu'on a des charges partielles. Ce n'est pas des charges entières, donc l'attraction, elle est un peu moins forte. Elle est quand même tout de même plus forte que la précédente, parce que la précédente, c'est des charges partielles qui apparaissent momentanément, puis qui changent. Donc la cohésion des solides apolaires est moins forte que la cohésion des solides polaires, de molécules polaires. Donc dans un solide moléculaire constitué de molécules polaires, la cohésion est assurée par les interactions attractives qui existent entre les charges partielles de signes opposés. Cette figure, vous la trouvez page 89 du livre. Maintenant, dernière catégorie, ce que vous avez évoqué en SVT comme étant la liaison hydrogène, mais en fait, c'est pas une liaison, comme la liaison covalente le voudrait, c'est une attraction hydrogène, on appelle ça un pont hydrogène en physique. Donc c'est la cohésion des solides, j'ai oublié de mettre solide ici, d'un solide composé de molécules polaires pouvant former des ponts hydrogènes. Alors, qu'est-ce que c'est que des ponts hydrogènes? Un pont hydrogène, c'est une interaction intermoléculaire attractive, qui est encore plus forte que celle qu'on a ici entre deux charges partielles de signes opposés. Alors elle se produit dans la molécule d'eau par exemple, mais dans d'autres molécules également, où l'oxygène qui est ici dans la molécule d'eau, et les hydrogènes qui sont ici dans cette molécule d'eau, compte tenu des électronégativités des uns et des autres, j'ai du delta plus, donc charge partielle positive pour chacun des hydrogènes, et j'ai 2 delta moins, puisque ça doit s'additionner, ça doit être neutre pour l'oxygène. Mais en plus de ça, l'oxygène est composé de 2 doublets non liants, d'après les représentations de Lewis. Donc ça signifie que de ce côté, il y a une grande concentration d'électrons. Parce que non seulement il y a les électrons des liaisons OH qui ont été faites, qui sont plus souvent localisés ces électrons sur l'oxygène. Donc il y a un décalage de denticité électronique du côté de l'oxygène, mais en plus, il y a ces doublets non liants de l'oxygène qui sont présents aussi. Ce qui fait que ça augmente encore plus la densité d'électrons et ça va attirer d'autant plus la charge partielle positive de cet hydrogène qui est là, qui vient s'aligner avec sa charge positive. On appelle cette attraction, qui est un peu plus forte que les précédentes, un pont hydrogène. Alors on voit ici, si je mets plusieurs molécules d'eau avec les doublets non liants des oxygènes, je vois que d'une molécule à une autre, vous avez des ponts hydrogènes comme ça, et ça va structurer, comme par exemple la glace ou de l'eau liquide, ça va maintenir assez serré ces molécules les unes par rapport aux autres. Donc ça s'appelle un pont hydrogène, et il n'existe pas que pour les molécules d'eau, il existe à partir du moment où j'ai une charge partielle positive sur un hydrogène, et que dans une autre molécule, j'ai un élément très électronégatif, donc qui porte une charge partielle négative, mais qui en plus a un doublet au minimum non liant, ou 2, ou 3. Donc, on va le noter. Je vais effacer mes annotations. Voilà. Ce pont hydrogène, il se forme lorsqu'un atome d'hydrogène H d'une molécule portant une charge partielle delta+, donc c'est le H qui porte une charge partielle delta+, interagit avec un atome d'une autre molécule portant une charge partielle négative, delta-, importante, et possédant des doublets non liants. Alors, 1, 2 ou 3 doublets non liants. C'est le cas de l'oxygène, il a 2 doublets non liants, l'azote il en a 1, le fluor il en a 3, le chlore il en a 3, etc. Donc symboliquement, vous pouvez noter que on trouve cette situation dans des liaisons systématiques où il y a un H avec un delta+, et
qui va être attiré par un atome d'une autre molécule qui possède un delta-, donc une charge partielle négative, mais aussi un doublet non liant. Donc ça, on le trouve dans l'eau, forcément, on le trouve quand il y a du N aussi. Et donc l'ADN que vous avez vu en SVT, ce sont des ponts hydrogènes qui ont lieu entre une partie de molécule et une autre partie un peu plus loin d'une molécule, ce qui fait que ça la fait se recourber sur elle-même comme ça pour former l'espèce de spirale. Donc le pont hydrogène, c'est une interaction entre molécules qui est encore plus forte que la précédente, la polaire, ou que la apolaire. Alors ça, c'est intéressant parce que ça va permettre d'expliquer pourquoi certains liquides peuvent se mélanger et d'autres non. Si je prends par exemple le cas de l'huile et de l'eau, l'huile forme des liaisons apolaires, donc avec des charges partielles induites momentanées, donc pas très très puissantes, et l'eau forme des ponts hydrogènes. Si je mélange beaucoup d'eau avec beaucoup d'huile, sachant que c'est des liquides, lors du déplacement de ces molécules, certaines molécules vont se croiser, et lorsque deux molécules d'eau vont se croiser, elles vont se coller grâce à ces ponts hydrogènes, qui est une interaction qui est assez forte. Donc les molécules d'eau vont progressivement toutes se rassembler les unes aux autres grâce à ces ponts hydrogènes qui sont plus puissants, et elles vont délaisser l'huile. Et comme l'eau est plus dense que l'huile, cet assemblement de molécules d'eau va se dérouler dessous, un petit peu en dessous, ce qui fait que l'eau et l'huile vont progressivement se séparer. Et l'huile va se coller à d'autres molécules d'huile sous l'effet des interactions de molécules apolaires. Donc l'huile et l'eau ne se mélangent pas à cause de ce pont hydrogène qui est provoqué entre les molécules d'eau, mais pas entre une molécule d'eau et une molécule d'huile, par exemple. Alors on verra par la suite que une molécule de savon, elle a les deux propriétés. Elle a un côté qui permet de faire cette liaison, ce pont hydrogène, donc se mélanger à l'eau, et un autre côté qui permet de faire des liaisons apolaires avec l'huile. Du coup, c'est un intermédiaire qui va permettre de pointer le bout de son nez vers l'eau et l'autre bout de son nez vers l'huile. Alors, ça on verra ça en TP. Paragraphe 2, on va étudier ce que c'est que la dissolution des solides ioniques dans l'eau. Et puis on finira par les concentrations qu'on obtient et comment on les calcule. Alors, comment est-ce que l'eau peut-elle dissoudre? J'ai un solide, on vient de dire que les constituants du solide sont attirés les uns aux autres par ces interactions qu'on vient de citer. Il y en a 4, la liaison ionique, la liaison intermoléculaire mais de molécules apolaires, la liaison intermoléculaire de molécules polaires, ou la liaison intermoléculaire de molécules qui ont un pont hydrogène. C'est 4 catégories. Normalement, c'est censé rester solide. Eh bien, l'eau, c'est un solvant qui est polaire. Donc, il y a des charges partielles positives, des charges partielles négatives. Et un solide ionique, par exemple, est constitué d'entités chargées. Alors, qu'est-ce qui se passe si on regarde cette petite animation et qu'on regarde, ici, j'ai le chlorure de sodium, par exemple. Donc c'est le chlorure de sodium, c'est pas ça que je voulais montrer, qui est ici. Donc c'est mes cristaux de sel que j'ai mis dans l'eau et j'ai des molécules d'eau partout. Ces molécules d'eau, elles ont des charges partielles positives qui sont du côté des petites boules blanches, ça c'est les hydrogènes, et des charges partielles négatives du côté des rouges. Lorsque ces molécules bougent, elles viennent pointer du côté des ions verts qui sont des ions négatifs. Elles viennent pointer leur charge partielle positive et elles viennent pointer leur charge partielle négative du côté des charges qui sont, elles, positives. Et cette attraction qu'elles génèrent va arracher l'ion du solide ionique et ça va le disséminer partout dans l'eau. Donc c'est ce phénomène-là qui se produit quand on dissout du sel dans l'eau, même quand on dissout du sucre dans l'eau, sous l'effet de ce solvant bien particulier qu'est l'eau, l'eau vient pointer ses charges, ses bonnes charges du côté des ions pour les arracher au solide. Donc on a affaire à ce qu'on appelle un solide, des ions qui sont dans l'eau, on les voit plus.
on dit qu'ils sont solvatés parce qu'ils sont cernés par des molécules d'eau. Ici, on a un ion Na+, qui est cerné par des molécules d'eau. On le note Na+ aqueux parce qu'il est dissous et il est solvaté, c'est-à-dire qu'il y a un solvant qui l'entoure. Pareil pour l'ion chlore qui est ici, il est entouré par les molécules d'eau. Donc, je vous ai distribué ce petit croquis en cours, c'est à ce stade-là qu'il faut le coller. Les molécules d'eau vont donc pouvoir arracher les ions du solide par attraction, en présentant leur charge opposée à l'ion. On appelle ça la dissociation. Et progressivement, c'est quelque chose qui prend un peu de temps, quand on mélange ça va plus vite, progressivement, leur mouvement, ces molécules d'eau vont venir arracher chacun des ions et les répartir dans l'eau, partout dans l'eau. Donc, cette solvatation qu'on voit ici, elle se note symboliquement. Ici, si c'est un ion positif Na+, par exemple, bah, au lieu de faire un grand dessin comme ça, on va dire que pour le fait que c'est solvaté, on va noter en indice aqueux. Pareil, ce chlore qui est ici au milieu de l'eau, qui était avant solide et puis qui a été arraché au solide et qui est dans l'eau, bah, symboliquement, comme il est cerné par des molécules d'eau, on va noter Cl- aqueux. Ça, c'est ce qu'on appelle des ions solvatés. Donc les ions dissociés s'entourent de molécules d'eau, c'est-à-dire les molécules du solvant, sous l'effet des forces électrostatiques, et les ions, on dit qu'ils sont solvatés. Si le solvant c'est de l'eau, on ajoute l'indice aqueux, en indice évidemment, à la formule de l'ion. Donc ça on le savait, on l'avait déjà fait, on ajoute cet indice-là. Alors j'arrive pas à enlever mes annotations, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de noter l'ensemble du cours. Ensuite, maintenant, on va écrire ce qu'on appelle l'équation de dissolution. Alors, une équation de dissolution, vous en avez déjà vu. Maintenant, il faudra savoir la sortir le moment voulu. Une équation de dissolution, si on part du principe qu'on dissout un solide ionique de formule AXS, alors ça veut dire qu'à l'intérieur, admettons que j'ai des cations A+, et des anions X- qui sont dans ce solide. Alors cette équation de dissolution, elle va s'écrire AX solide qui se transforme sous l'effet de l'eau en A+ aqueux plus X- aqueux. Alors, on a mis de l'eau avec. Alors faites très attention, dans une équation de dissolution, la molécule d'eau ne figure pas dans l'équation, puisqu'elle ne transforme pas la matière, elle va juste changer l'agencement. Elle va pas transformer les ions, c'était des A+, déjà avant, ils sont juste séparés les uns des autres. Donc ça reste des ions A+, et des ions X-. Donc c'est pas une transformation véritable de la matière, on appelle ça une transformation physique d'ailleurs. Donc l'eau, elle ne figure pas dans l'équation, on va pas mettre AX plus O donne je sais pas trop quoi. Donc H2O ne figure pas dans l'équation. Par contre, pour préciser que c'est l'eau qui la dissout, on le voit bien, on note aqueux. Et c'est le solvant qui va entourer chacun de ces ions. Donc ne figure pas dans l'équation. Alors, pour les solides ioniques, on peut voir quelques exemples. NaCl, on l'a vu, solide, ça donne Na plus aqueux, donc qui est solvaté comme ça, plus Cl- aqueux, qui est solvaté comme ça. Donc les charges partielles négatives vont pointer sur le Cl-, les charges partielles positives pointer sur le Na+, les arracher, puis après ça se balade dans l'eau. Au lieu de faire des dessins compliqués comme ça, on met Na+, plus Cl-. Là où ça devient un peu subtil, c'est lorsqu'on a affaire à des formules de solide ionique un petit peu plus complexes, où on peut avoir deux ions. On a des chiffres. Dans ce cas de figure, je sais que j'ai des ions chlorure qui se dégagent. J'en ai deux, parce que j'ai 2 fois le chlore. Et en face de lui, je vais en déduire que le calcium doit porter 2 charges positives pour que l'ensemble soit neutre. 2 plus et 1 moins ici et 1 moins ici, ça fait neutre. Ce Ca+, il est solvaté, Ca2+, donc on note Ca2+ aqueux de façon symbolique. Et comme j'ai 2 Cl-, mais qui sont cette fois-ci séparés l'un de l'autre,
ils sont plus accrochés dans l'ensemble. Là, tout était accroché sous l'effet des attractions entre les ions. Là, c'est séparé, et donc on met un 2 devant et Cl- après. Et c'est le Cl- qui est aqueux. Il peut arriver que les deux aient un chiffre, à L2, parenthèse SO4 3 fois, c'est un solide, c'est le sulfate d'aluminium. Dans ce cas-là, c'est la même logique, sauf que je vais avoir 2 ions aluminium qui se dégagent et 3 ions SO4 2-, qui sont les ions sulfate. Donc 3 ions SO4 2- et 2 ions Al3+. En remarque, on peut noter des équations de dissolution pour des molécules. Alors, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais la dissolution d'une molécule, pour des molécules, pour un solide moléculaire, on peut faire la même logique, sauf que je ne veux pas avoir des ions. Si je prends par exemple le cas du sucre, C12, H22, O11, donc ça c'est du saccharose, le sucre. Il est solide et c'est une molécule. Cette molécule, elle possède des charges partielles positives, des charges partielles négatives dans la molécule. Donc l'eau, quand elle va rentrer en contact avec cette molécule, va pouvoir pointer son bon côté pour pouvoir arracher ces molécules les unes des autres. Ça, c'était un solide, hein, c'est un S que j'ai très très mal écrit ici. Et bien ça va se transformer en C12H22O11, ça reste la même molécule, c'est toujours du sucre, ça a toujours le goût sucré quand je bois l'eau sucrée, sauf que c'est plus solide. Cette fois-ci, c'est solvaté, donc aqueux. Donc on n'a pas des ions qui se dégagent, mais des molécules qui sont cernées par des molécules d'eau. Des molécules de sucre cernées par des molécules d'eau. Ça, c'est pour le cas des solides moléculaires. J'en profite pour dire que là, on a vu que l'équation de dissolution de solides, mais on pourrait dissoudre un liquide. Par exemple, l'éthanol qui est liquide, c'est des molécules d'éthanol qui sont toutes les unes à côté des autres. C'est un liquide au départ, puis ça va se séparer, ça va être solvaté, et je vais avoir des molécules d'éthanol qui sont séparées, qui sont solvatées, donc qui sont aqueuses. Ensuite, j'ai pas fait afficher ça de fraction progressive, mais comment est-ce qu'on calcule les concentrations en quantité de matière adhésion en solution qu'on récupère une fois qu'on a dissous tout ça dans l'eau? La concentration d'ions en solution s'écrit le plus souvent entre crochets. Donc au lieu de noter C ions, on peut noter petit c ions pour le nombre de moles par litre d'ions qu'il y a en solution. On le note aussi souvent entre crochets. Donc ça signifie, crochet ion, c'est que c'est la concentration en quantité de matière d'ion dans la solution, qui se calcule avec la formule traditionnelle, quantité de matière d'ion divisé par le volume de solution. Dans ce cas-là, l'équation de dissolution va nous permettre de savoir dans quelle proportion les ions sont libérés. Par exemple, si je prends l'exemple précédent, CaCl2 donne Ca2+, plus 2Cl-, je sais qu'à la fin, dans mes calculs, la concentration des ions chlorure, Cl-, sera 2 fois supérieure à la concentration des ions calcium. Donc je sais que la concentration des ions Cl-, que je note crochet Cl-, sera égale à 2 fois celle des Cl2+, puisque en solution, il y en aura 2 fois plus. Bon, je m'arrête là, et puis on verra des TP sur la miscibilité, sur la dissolution. On fera des expériences la semaine prochaine. Alors quand on parle de miscibilité, de liquides qui sont miscibles, c'est-à-dire qui se mélangent, en réalité, ça signifie qu'il y en a un qui est soluble dans l'autre. Ça revient à ça. Mais on verra ça la semaine prochaine. Allez, je vous dis au revoir.